bien, un site internet, on va voir ce matin quels sont les outils, quelles sont les solutions et comment bien se préparer dans le souci, bien entendu, d'être efficace. Alors, la première étape, ça va être le choix des outils, mais avant de parler d'outils, on va vous parler de solutions. Et avec David, nous sommes tous les deux formateurs, on accompagne des entreprises sur la création de sites internet et notamment avec WordPress. Et on tenait aussi à vous faire part de notre retour d'expérience. Et on peut dire ça, David, hein, des pièges à éviter dès le départ. Oui, 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 oui. Il y avait une question, j'ai une question qui est justement un piège, donc vas-y, Allez. ça permettra d'illustrer effectivement. Alors, quel est votre besoin? J'envisage de communiquer sur le web, on va dire d'une manière large. Est-ce que je veux faire un blog? Donc là, c'est plus un espace, je dirais, on fait passer des messages. Il y a des outils que je dirais, qui s'appellent aujourd'hui Facebook, des réseaux sociaux. Vous avez la présence dans un annuaire professionnel ou la possibilité de faire une petite description de l'entreprise. Et nous avons le site vitrine. Alors le site vitrine, c'est quoi? C'est le site où on va présenter son entreprise, c'est la carte de visite de l'entreprise, mais il n'y a pas de vente directement en ligne, de vente en ligne. Et lorsqu'on parle de vente en ligne, c'est-à-dire qu'on part sur un site de e-commerce, de boutique en ligne, et on va voir aujourd'hui le site vitrine et la partie un petit peu boutique en ligne. Et j'en profite pour dire que demain, non pas demain, mercredi matin, David, Mercredi, bien joué. mercredi matin, c'est David qui nous fera un module spécifique sur le e-commerce avec WordPress. Donc ce sera le pendant pour basculer directement dans la vente en ligne. Alors, quelles sont les grandes étapes pour créer son site internet? La première étape, ça va être, moi je l'ai résumé comme ça, la création du site internet. La deuxième étape, c'est de choisir son nom de domaine et l'hébergement. Exemple, un nom de domaine, c'est www.artisanat-bsc.fr. Ce nom a été réservé. Il n'est plus disponible aujourd'hui parce que c'est tout simplement le nom de domaine de la chambre de métier. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, une étape importante, c'est le référencement du site internet. Et la dernière étape, la mise à jour, je dirais, du site internet. Alors moi, personnellement, de mon retour d'expérience, l'étape la plus compliquée, peut-être pas la plus compliquée, mais la plus difficile, c'est la dernière. Tout simplement parce qu'on peut se dire, oh, bah, la première, la deuxième et la troisième, j'y comprends rien, je suis pas spécialiste, je vais faire appel à quelqu'un, à un webmaster, une société, bref, on va me le faire. Bon, je suis prêt à payer, mais la dernière, c'est moi qui va avoir les clés du camion. Mes prix évoluent, mes services évoluent, il n'y a que moi qui ai l'information, et malheureusement, on a tendance à voir beaucoup de sites qui sont faits, mais derrière, il n'y a pas de suivi dans le temps, il n'y a pas de mise à jour du site internet. Donc, Hmm. l'étape de mise à jour, c'est une étape très très importante. Alors, ça peut être du contenu en termes de contenu, mais aussi en termes de sécurité, parce qu'il peut y avoir des failles dans un site internet, et donc de bien penser à faire des petits correctifs pour éviter des désagréments ou des attaques. Donc, retenez quatre grandes étapes, mais n'oubliez pas la dernière qui est très très importante. Alors, les solutions pour créer son site internet. Eh ben, il y a la formule en solo. Aujourd'hui, il y a des plateformes de création, il y a des outils simples ou adaptés, où on a des bonnes connaissances en informatique, on a des compétences solides, et on fait appel à un logiciel complet. CMS, c'est quoi un CMS en français? Ça veut dire un système de gestionnaire de contenu. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin de connaissances en programmation. C'est fini la période où il y avait des lignes de programmation. Pour faire son site internet, on peut aussi, je dirais, le faire. On laisse faire les pros, on passe par une agence de web designer, ou alors on va faire entre les deux, et c'est nous qui allons le faire, mais on va se faire accompagner. Et là, par exemple, on va partir en formation et on peut faire son site où il y a un accompagnement, il y a une prise en main du site internet, de votre projet. Ah, bien entendu, il faut avoir quand même être à l'aise avec l'informatique. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances en programmation, Hmm. mais je dirais, il ne faut pas que une souris nous fasse peur. Ou il y a aussi un point important qui va être la retouche d'image, donc capable de savoir de recadrer des images. Ça, on vous l'explique aussi en formation, mais ça nécessite quand même
je dirais d'avoir des bases en informatique. Et dans les trois cas, du temps, parce qu'un site internet, ça, Mhm. il faut du temps pour le faire. Si vous venez nous voir aujourd'hui et vous voulez le site pour la semaine prochaine, clairement, on vous dira avec toutes les bonnes volontés, ça va être super dur à faire parce qu'il y aura tout un tas d'éléments à penser en amont. C'est pas, voilà, de préparation des supports, des textes, des photos. Il y a tout un travail préalable en amont. Et justement, ce travail en amont, ça s'appelle le cahier des charges. C'est un point très très important. C'est avant de se lancer bille en taille dans la rédaction du site internet, on aurait pu le faire ce matin avec David directement. Eh ben, on va travailler en amont et c'est une étape qui est très 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 importante. Ça va être le cahier des charges. Alors, c'est quoi ce cahier des charges? Eh ben, on va définir en fait une stratégie. On va écrire l'idée, c'est de le mettre, de le coucher sur un papier, de l'écrire, et ça va être de dire qu'est-ce que je veux. David, tu veux un site internet, mais déjà, est-ce que tu veux un site vitrine ou est-ce que tu veux faire du e-commerce? Ça fait partie du cahier des charges. C'est un point important qui définira peut-être des outils qu'on utilisera ultérieurement. Quel va être L'organisation aussi du site internet est inscrite au cahier des charges, c'est-à-dire que comment on va présenter les différentes pages, etc. Ça, c'est vraiment à vous de vous y coller parce que c'est vous qui connaissez le client en définitive. Vous connaissez le client, vous connaissez vos produits aussi. Alors bien sûr, vous pouvez être accompagné, quelqu'un pourra vous dire, bah non, ce serait peut-être bien de présenter comme ça, mais c'est aussi quel message vous voulez faire passer, à qui vous vous adressez. Est-ce que vous adressez à des particuliers, à des professionnels, à des collectivités? Est-ce que c'est pour aller rechercher l'information? Est-ce que c'est pour simplement avoir une image, je dirais, d'occuper le terrain? Donc voilà, quels sont vos objectifs, vos besoins? C'est vos besoins à vous, pas les besoins de la boîte de communication ou du formateur. Le site, il est déjà fait pour vous et c'est à vous de fixer le cadre. Alors, un cadre qui pourrait être évolutif. On peut très bien dire, mon site internet, je veux que dans les 6 prochains mois, j'ai mon site vitrine. Et au cours de l'année prochaine, je veux basculer dans le e-commerce. Je veux pas tout de suite basculer dans le e-commerce parce que je viens de créer mon entreprise et on va y aller étape par étape. Et donc ça, pareil, dans le cahier des charges, il faudra l'intégrer, que je puisse basculer vers du e-commerce, par exemple, si je le souhaite et que j'ai pas tout à refaire dans 6 mois. Euh, Ce cahier des charges, faut voir que ça va être un document de référence avec le prestataire. C'est le document qui va vous servir à faire la demande de devis par rapport à votre besoin. Ne demandez pas à David combien ça coûte de faire un site internet. Hmm. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. C'est comme quand on va acheter une voiture. Est-ce que vous voulez une 2 portes, une 4 portes, une voiture de course, un camion, un utilitaire? Ben, dites-moi déjà vos besoins. On va affiner cette demande et ensuite on pourra vous proposer l'outil le plus adapté à votre demande. Le cahier des charges, ça va être aussi de définir les fonctionnalités. J'ai parlé tout à l'heure du e-commerce. Est-ce que je veux faire une galerie photo? Est-ce que je veux mettre en place un agenda? Est-ce que je veux un formulaire de contact? Est-ce que je veux des outils qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur, mais qu'on va avoir besoin en tant qu'administrateur? Un outil de sauvegarde, un outil d'alerte, suivi de la clientèle. Bon, bref, toutes ces fonctionnalités, il faut pas hésiter à les lister. Et après, on fera le tri. On vous dira, bah ça c'est possible, ou ça c'est pas possible, ou c'est possible, mais attention, ça va coûter. Il y aura un coût supplémentaire. Et des fois, il y a des fonctionnalités qui sont entièrement gratuites. Et définissez aussi ce que vous êtes en capacité, en mesure de faire ou d'apporter et ne pas faire. Exemple, on part sur un site de e-commerce, vous avez prévu de rentrer sans référence de produit, sans photo. Est-ce que le prestataire, il va nous rédiger les 100 fiches produits? Ou est-ce qu'il va nous en rédiger 4-5, il nous fait les trames, les modèles, et moi, eh ben, je ferai les 90 autres fiches. Et ben ça, on va le mettre par écrit, on va le définir clairement. Qu'il n'y ait pas un loup, qu'il n'y ait pas un malentendu entre nous. Bah non, moi je pensais que c'était le prestataire qui faisait tout, puis le prestataire, il pensait que c'était vous qui alliez tout faire. Qui est-ce qui va fournir les photos? Est-ce que c'est moi en tant qu'artisan qui vais fournir les photos? Est-ce que c'est le prestataire qui va fournir les photos ou qui va les concevoir, qui va faire le logo, la charte graphique? Quoi, tout ça, on va le mettre par écrit.
On va définir aussi les contraintes techniques, esthétiques, fonctionnelles de votre projet. Esthétique, c'est par exemple les couleurs, la charte graphique. Vous avez des couleurs qui vont être imposées pour être en cohérence avec vos logos aux documents qui ont déjà été réalisés dans l'entreprise. Ça peut être des contraintes techniques ou je dirais réglementaires. Vous vendez de l'alcool, bah, il y a des messages ou des fonctionnalités à mettre en place pour l'interdire l'accès par exemple à des mineurs. Il peut y avoir des fonctionnalités particulières par rapport à votre projet. Et bien entendu, fixer un planning, je vous le redis, pour la semaine prochaine, faire un site internet, on vous Mmh. dira, moi je vous dirai, non, c'est pas possible. Parce que déjà, il y a tout ce travail, rien que de réflexion, de cahier des charges qui va nous prendre du temps. Alors non plus, il faut pas que ce soit un projet dans 2 ans, parce qu'on sait qu'il verra pas le jour. Il faut, je pense qu'un site internet, je sais pas ce que tu en penses, David, mais moi je suis plutôt sur une base de entre 3 et 6 mois, Ouais, euh, c'est ça, ouais. Mmh. faire mûrir Mmh. le projet. Mmh. Ce qui est intéressant en cahier des charges aussi, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit à nos entreprises. C'est en fait, il sert également d'outil pour faire un appel, enfin une consultation. On va pas appeler ça un appel d'offres, mais c'est-à-dire que quand vous envoyez ce cahier des charges à plusieurs prestataires, au moins vous êtes sûr qu'ils répondent sur ce que vous avez demandé, quoi. Et du coup, ça vous permet vraiment de comparer de manière, objective, point par point, bah, ce que disait Thierry qui sur la couleur, les photos, la structure, les moyens. N'hésitez pas, on est en train de parler de WordPress. Typiquement, la contrainte technique, d'imposer WordPress, alors c'est pas trop dur à imposer, aujourd'hui, mais enfin voilà, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez, inscrire au cahier des charges et après vous comparez en fait les réponses que vous avez obtenues en fonction de points et non pas en fonction de ce que le prestataire avait à vous vendre, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour vous, surtout. Et quand vous relisez le devis, moi j'ai fait plusieurs fois l'exercice avec des artisans, malgré qu'on avait envoyé Ouais, une ébauche de cahier des charges, ouais. ils respectent pas toujours ce cahier des charges. Et un jour, j'ai fait un exercice avec un artisan. Je lui dis voilà, vous êtes restaurateur, restaurateur dans le métier de bouche. Je dis vous enlevez le mot restaurateur dans le devis, à la place vous mettez garage automobile et vous allez voir, ça marche, Trop fort. ça marche très bien. Donc il n'a pas répondu à votre demande. Voilà. Mmh. Et là, avec les collègues du numérique, on peut vous accompagner, soit à écrire, soit à lire, soit à faire ce travail préalable à la création du site internet. Alors, sur le cahier des charges, pour synthétiser, il faut être le plus précis possible. C'est un document de référence entre le contrat et vous et le prestataire. Ça va vous permettre, comme l'a dit David, de comparer sur la même base des informations. Et on a peut-être l'impression d'y perdre du temps, mais à terme, c'est un gain de temps Mmh. précieux et éviter des tensions avec le prestataire. Et je dirais c'est essentiel si vous passez par un prestataire. Et vous allez me dire, eh ben, si vous faites le site vous-même, vous partez en formation, ben, ce document, il faudra aussi le faire parce que ça va permettre de se poser 5 minutes et de mettre son projet, de mettre les bases, les bonnes fondations de son projet. Donc là, j'ai mis essentiel si vous passez par un prestataire et je répondrai aussi si vous le faites vous-même. Ouais, absolument. Ça permet vraiment de réfléchir, de réfléchir à son contenu et de poser à plat typiquement dans les formations qu'on fait à la chambre, c'est un des premiers temps, enfin on donne comme ça une ébauche d'une une base de cahier des charges qui permet justement aux stagiaires, de réfléchir, voilà, pas y aller en se disant que l'outil va tout faire, quoi. C'est pas une baguette magique WordPress, hein. Alors WordPress Ou un autre, oui, oui. ou un autre, hein, on va pas Mmh mh. encore parler de WordPress. C'est vrai. Là, j'ai marqué le choix des outils. On choisit pas l'outil pour faire son site internet, on va faire plutôt à l'envers. De quoi j'ai besoin de faire, comment je veux travailler, et on va choisir ensemble l'outil. Euh, je fais un petit parallèle aussi avec l'IA, parce que cette semaine, on va parler aussi d'intelligence Mmh. artificielle. Avec David, on est entièrement convaincu de l'usage de l'IA pour les entreprises artisanales, mais on est aussi entièrement convaincu que c'est pas en appuyant sur le bouton Mmh mh. que le site il va se faire tout seul avec de l'IA, contrairement à des publicités qu'on peut voir dans les médias, à la télé ou sur les sites internet. Aujourd'hui, je ne crois pas à ce que l'IA puisse nous faire un site internet de A à Z. Il va nous aider à apporter des briques, mais tout de A à Z, je l'oublie, je n'y pense même pas.
Ouais, puis pour revenir sur ce que tu disais, se posera de toute façon la question de la mise à jour. Donc à un moment donné, si on n'en met pas un peu les mains dans le cambouis, comme on dit, Mm. l'IA le fera pas, hein. Alors, vous aurez peut-être un super site internet à la date aujourd'hui, et comment il va se mettre à jour? Alors, le choix des outils, là, je dirais, il y a on met gros panneau warning, attention. Je dirais, c'est une partie qui, avec David, euh, nous tient beaucoup à cœur. On va essayer de brosser un petit peu les avantages et les inconvénients. Vous avez la plateforme d'hébergement en ligne. Alors là, c'est super. Ça vous permet d'avoir une formule clé en main. On peut avoir une interface qui peut être simple. L'avantage, c'est que c'est rapide. On peut faire un site assez rapidement. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières en programmation, en web designer, si ce n'est de bien savoir importer ou préparer ses photos. Un large choix de templates. Alors, excusez-moi pour ces petits termes, ces anglicismes. C'est plutôt la charte graphique, les thèmes, ce qu'on appelle ça plutôt le thème. Souvent sur les outils en ligne, il y a des thèmes qui sont tout faits. Alors, sur les avantages sur ces outils de plateforme en ligne, on a du gratuit, de la version basique, à des coûts qui peuvent être, je le mettrais plutôt aux inconvénients du coup, assez chers. Oui, Ça va dépendre des options, des fonctionnalités. Donc, on rembobine par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des outils où le référencement naturel va être beaucoup moins efficace. Ce serait dommage d'avoir un site internet, mais qu'on puisse pas vous trouver. Souvent, avec pas mal de plateformes d'hébergement en ligne, vous n'en êtes pas le propriétaire. C'est-à-dire que le jour où la société se retire ou elle modifie des choses, et ben vous, bah vous avez plus rien. Donc c'est comme je dirais aujourd'hui votre maison. Est-ce que elle vous appartient? Vous l'avez achetée ou alors est-ce que vous payez un loyer tous les mois? Vous êtes locataire. Et aujourd'hui, bah, sur les sites internet, ça va être la même chose. Il faudra bien le comprendre dès le départ. Des fois, avec des plateformes en ligne, on peut avoir des fois moins de visibilité. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut devenir coûteux. C'est gratuit de base, mais dès que vous allez commencer à rajouter des briques, des options, bah, c'est payant. Et puis ces options mises bout à bout, elles peuvent revenir à un prix pas négligeable du tout. L'inconvénient avec certains outils, notamment quand on est gratuit, c'est qu'on peut avoir des publicités qui vont arriver sur votre site qui peuvent être intrusives. Bon, voilà. Et aussi une contrainte, si on souhaite changer de fournisseur, bah, il n'y a pas forcément de la possibilité, notamment quand nous ne sommes pas propriétaires, on ne peut pas mmh mh. déménager l'outil. Et tous ces éléments-là, il faut en avoir connaissance dès le départ. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas de site internet avec une plateforme d'hébergement, mais si vous y allez, allez-y en connaissance de tous ces éléments-là et on fera le meilleur choix. Il n'y a pas un modèle meilleur qu'un autre, il y a des avantages, des inconvénients. Après, il y a de passer par un prestataire, donc ça c'est quelqu'un qui va nous le faire, ou un CMS, c'est une interface, je dirais clé en main, qui va nous permettre de construire le site internet. Alors, l'avantage, c'est que en général, c'est un logiciel ou une application qui est beaucoup plus complète que les plateformes. Alors aujourd'hui, moi, je n'ai plus trop connaissance de logiciel, je parle plutôt d'application. Mmh. Un logiciel, c'est quelque chose qu'on va installer en dur sur notre ordinateur. Et du coup, bah, il n'y a personne qui peut le voir. Donc ça me permet de développer. Aujourd'hui, de plus en plus, les outils qu'on connaît, on est plus sur des outils, qu'on est connecté directement sur Internet, donc c'est plus hébergé sur notre ordinateur, on est plus sur des applications. C'est pour ça que, par exemple, WordPress, moi, je ne l'appellerai pas en tant que logiciel, mais plutôt en tant qu'application. Mmh. C'est quelque chose qui est personnalisable, presque en totalité. Vous en êtes le propriétaire si le prestataire vous a donné les droits. Et vous en êtes propriétaire, vous avez entièrement la propriété pour faire des modifications. Ça se négocie avec le propriétaire. C'est des outils qui peuvent évoluer avec le temps. Il y a des possibilités d'évolution, de mise à jour, de nouvelles fonctionnalités. On a un peu plus la main pour tout ce qui est maintenance, sécurité, sauvegarde. En général, on a un meilleur référencement naturel possible pour gagner en visibilité. Et si on est très bien référencé naturellement, ça peut aussi nous permettre de partir sur du référencement
payant. Et pareil, je fais un petit aparté. Le référencement payant, on ira uniquement si déjà tout ce qu'on a fait, quoi. Il faut vraiment qu'on ait la main et que le site soit entièrement opérationnel, fonctionnel. Donc surtout, ne repartez pas sur du payant tant que l'outil, votre site internet, n'est pas fonctionnel. Les contraintes, c'est souvent des outils qui vont être beaucoup plus complexes à prendre en main. Ça nécessite des compétences techniques ou alors on les acquiert lors de formations. Euh, on peut. Il y a aussi du travail à faire. Comme c'est un outil où il y a tellement de paramètres, eh ben, ça peut être aussi complexe de faire du référencement. Et là, je dirais le mot d'ordre ou le point commun, c'est qu'il faut être formé. Donc surtout, aujourd'hui, ne prenez pas une solution web sans prendre la formation qui va avec. Vous pensez faire une petite économie sans prendre la formation, parce que j'ai bien trouvé des tutos sur Internet et des ceci, des cela. Bah, détrompez-vous. Il n'y a rien de tel que d'être accompagné. Et je trouve encore mieux, c'est d'être accompagné en formation, je dirais en présentiel à côté d'un Mmh. humain. Ouais. Voilà. Ouais, ce Pas que j'allais uniquement dire, un robot. ouais, il y a beaucoup, beaucoup de formations, de formations en ligne et c'est vrai que la formation en présentiel et pour tout vous dire, j'en anime une, enfin je la finis demain et c'est vrai qu'en fait, ce qui ressort, c'est que en fait, évidemment, vous allez trouver des contenus et cetera sur internet, mais ce qui va être important pour vous, parce qu'une fois encore, c'est pas votre métier, ce qui va être important pour vous, ça va être d'avoir une méthode pour créer votre site et sans perdre de temps, quoi, en fait. Donc vous allez avoir vraiment une méthode que vous allez pouvoir après, dérouler et ce sera bien plus efficace que d'aller chercher des contenus, qui vont vous envoyer sur des choses, les formateurs en ligne aiment bien en général, étaler un peu ce qu'ils savent faire, donc du coup et on prend du code et cetera. Donc, voilà, là en fait nous on fait vraiment des formations qui sont, pratico-pratiques pour les entreprises artisanales qu'on connaît, Thierry et moi depuis très longtemps. Donc on sait ce que vous avez besoin, quoi, en fait. Alors, quels sont vos besoins? Et aujourd'hui, vous avez des outils qui fleurissent. On entend parler de Wix, de WordPress. Moi, avant, je parlais de Joomla. Euh, alors, si on part par exemple sur l'outil Wix, c'est un outil qui va être ça va nous permettre de créer assez rapidement et assez simple un site internet vitrine pour présenter son entreprise. Là aujourd'hui, vous avez une contrainte de temps qui est très très élevée. Moi, je l'ai préconisé dans certains cas d'utiliser Wix, mais il y avait des besoins d'urgence et il fallait répondre à un besoin très rapide. Pas besoin de connaissances techniques. On a quelque chose qui est assez simple, assez fluide, assez facile à prendre en main, je dirais, qui est très bien adapté. C'est une solution qui est très bien adaptée si on est néophyte. On a aussi WordPress. Et là, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite d'avoir des compétences ou des connaissances et d'être accompagné. Et là, on va avoir beaucoup plus de possibilités et on va appeler ça des modules, des extensions, des plugins qui vont nous permettre de faire monter l'outil et pour pas qu'on ait tous deux mêmes sites internet. Et là, on va pouvoir intégrer nos fonctionnalités. On pourra intégrer une boutique en ligne, on pourra tirer du blog, on pourra avoir des avis, quoi. On aura, je dirais, la main, un outil. Il y a beaucoup plus de possibilités, mais qui est un petit peu plus complexe. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous présente les deux. Voilà. On fait un petit comparatif entre deux outils aujourd'hui qu'on voit beaucoup fleurir sur le web. Euh, Je dirais oui que c'est intéressant si on a quelque chose de statique sur lequel on mettra peu d'informations avec des mises à jour beaucoup moins fréquentes. Le WordPress, ce sera un site qui sera un peu plus dynamique avec des publications de contenu un peu plus réguliers. On pourra mettre des blogs, des pages. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus maniable, qui va beaucoup plus évoluer dans le temps. Alors, j'ai noté que c'était un logiciel, mais j'avais dit que c'est plutôt une application. Open source et modulable, ça veut dire quoi open source? C'est-à-dire qu'on pourra modifier le code, on pourra modifier le fonctionnement de l'outil. Et là, derrière, il y a une grande communauté utilisatrice. Je dirais c'est l'outil le plus utilisé au monde en termes de création de contenu de site web. Et
Typiquement, là, je voyais le site Made in France, un site référence qui est un salon Made in France. Et aujourd'hui, j'ai vérifié, je m'en suis aperçu là, il n'y a pas longtemps que c'était fait avec WordPress. On a des grosses sociétés qui fonctionnent avec des sites WordPress. Je suis en train de chercher la stat, mais je crois que ça a été qu'à 85, enfin tout du moins en France, c'est qu'à 85 des sites internet visibles WordPress. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 gros. Ouais, 43 des sites mondiaux. Ouais, c'est 86 des sites en France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que même si aujourd'hui vous le démarrez vous, derrière, un pro pourra complètement reprendre la main et le faire évoluer, puisque eux aussi travaillent avec WordPress. Oui, on parlera aussi tout à l'heure de coûts, et Ouais. parce que le coût peut être, bah, l'idéal c'est de faire appel à des spécialistes, mais derrière il y a un coût, et vous allez me dire bah ouais, mais moi mes finances ne me permettent pas d'investir énormément dans un site internet, et ça on le comprend très bien avec David. Et l'avantage d'un outil comme WordPress, c'est qu'on va être capable de transférer la compétence à quelqu'un qui pourra se remettre dedans et le refaire évoluer. Il n'y a pas besoin de tout refaire. Alors, si on reprend, il y a la notion de facteur temps. Si on est avec Wix, je dirais s'il vous faut un site internet dans les 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y a une demande très très urgente, où vous avez tout perdu, il faut refaire un site je dirais en catastrophe. Mm. Et ben là, je vous dire par exemple, oui, peut-être que Wix, ça peut être une bonne solution, sans trop se prendre la tête très rapidement, pour réfléchir après d'aller sur un autre outil. WordPress, c'est un outil, il nous faut du temps pour se former, pour se documenter. Il faut aussi avoir la volonté d'apprendre, Ouais. et aussi de dire, bah, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon site internet, c'est le mien, et aussi la fierté de l'avoir fait. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on peut travailler avec un prestataire qui, lui, pourra soit nous faire la trame et on le fait évoluer, ou inversement, moi j'ai les bases et le prestataire va me le faire évoluer dans quelques temps. Vous voyez, les deux options sont totalement, je dirais, complémentaires en fonction de ses besoins. Moi, le site, enfin sur la formation, j'appelle ça les 3 C, c'est-à-dire qu'il faut avoir la curiosité, la créativité et puis la constance. Et puis on pourrait rajouter un petit truc en plus, il n'y a pas un C, donc ça casse mon truc, mais c'est l'appétence aussi, c'est-à-dire avoir vraiment envie de le faire un peu soi-même. Bon, je sais qu'avec les artisans, c'est pas trop compliqué ce truc-là. Voilà. Le coût, le budget, ça coûte combien créer un site internet? Et ben là, l'échelle de prix est très 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 large. Euh, on a du gratuit. Exemple, vous avez Wix, vous avez la version gratuite de base. Ça nous permet d'avoir un hébergement gratuit. On aura de la publicité, malheureusement, dans son nom de domaine, parce que, exemple, si mon site s'appelle Mon entreprise, hein, on a fait simple, et ben, le nom de domaine va s'appeler www.monentreprise.wixsite.com. Il y aura des publicités sur le site internet, on va être limité en stockage de données. Et pour le référencement, ça va être très 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 dur de le faire décoller. On anime des webinaires, où notamment avec Google nous donne des astuces pour bien référencer son site internet. Si vous êtes avec cette version-là, je dirais votre marge de manœuvre, elle est très très Hmm. très très réduite. Ensuite, on a la possibilité, avec l'option Wix, de dire, ah ben, là, mon site déjà, il va s'appeler monentreprise.com. On a viré le Wix, wixsite.com. On est toujours dans la création gratuite, on a de l'hébergement qui est compris, il y a un nom de domaine qui est pris en compte, on a un stockage qui est limité à 500 MO, mégas, pardon, 500 MO, c'est 500 mégas de données, ce qui est déjà beaucoup. Il y a de la possibilité de faire référencer son site internet, mais on peut être limité sur certaines options. Et là, on vous parle déjà de coûts par mois. Alors, quand on commence à vous parler de coûts par mois, moi, je fais souvent le parallèle, pour moi, c'est équivalent de la location. Ça ne m'appartient pas. Hmm. Et là, euh, on vous a posé la question, est-ce que vous voulez un site de vente en ligne ou un site vitrine? Eh ben, si vous voulez un site vitrine, c'est 16,80 € TTC par mois. Si on part sur de e-commerce, c'est du 30 € par mois TTC. C'est-à-dire que si je vends rien, eh ben, j'aurais quand même dû payer 30 € par mois de e-commerce.
On a rajouté ce local. Euh, je dirais, Pour dire du mal. oui, pour dire du mal. C'est pour vous donner des ordres de grandeur de prix. Ouais. C'est pour vous voyez que ça peut exploser. Et j'aime bien le à partir de, hein. C'est le montant minimum. C'est pas la plafond du haut. Ça peut être entre 89 et 179 euros par mois pour un site internet avec de l'hébergement, un nom de domaine. Alors là, on vous vend une analyse approfondie des mots-clés, du référencement optimisé, suivi de positionnement. Mais ça, il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits. On a des outils qui sont mis en place gratuitement, mais c'est pour vous donner un exemple de prestataire. Ce local, c'est ex-page jaune, hein, on peut se retrouver avec des coûts qui sont très élevés et surtout, vous signez des contrats entre 2, 3, voire 4 ans. Ce qui vous reviennent à des sites internet entre 6 et 8 000 euros sur 4 ans. Entre 6 et 8 000 euros sur 4 ans. Je le répète. Et vous avez WordPress qui permet, vous avez simplement, je dirais, besoin d'un nom de domaine et un hébergement. Et euh, pour les versions, je dirais, d'artisans nous, on accompagne avec David, allez, on est sur une base de l'ordre de 60-70 euros par an Hmm. avec la création, l'hébergement, le nom de domaine. On a un stockage très très élevé de données. Voire C'est illimité, adapté ouais. pas illimité, mais une très grosse taille. Hmm. 100 gigas, c'est énormément c'est plus de 25 DVD, hein, si en équivalent, en équivalent de capacité d'image, donc c'est énorme. Et ça nous permet surtout de basculer à 60 euros par an, et non pas par mois, à un module de vente en ligne de e-commerce. Donc vous voyez un petit peu un petit éventail de combien ça coûte un site internet si on le fait soi-même ou si on trouve des plateformes qui nous permettent de le faire. Et il y a le coût et fonctionnalité, parce qu'il faut mettre les deux en face à face. Alors, si vous précipitez sur Internet, vous allez taper WordPress et Ouais. on n'arrête pas de vous dire que c'est gratuit. Et effectivement, vous allez trouver du WordPress gratuit avec deux logos, un logo bleu et un logo noir. Et là, il y a je dirais, un gros piège qui peut nous tendre les bras, parce qu'on n'arrête pas de vous dire que c'est gratuit. Puis après, on vient nous revoir, on dit, bah ouais, mais il faut que je paye. Ah. Alors, quand vous allez sur WordPress.com, vous êtes limité en droit d'administration. Il y a des fonctionnalités payantes, des fonctionnalités limitées. Lorsque vous allez sur WordPress.org, là, vous avez les droits d'administration, vous avez les pleins pouvoirs, c'est gratuit et les fonctions sont illimitées. Alors, vous allez me dire pourquoi ces deux outils? En fait, ceux qui ont créé l'outil ou l'équipe qui a créé WordPress, donc c'est l'équipe, ils ont déposé ça sur un site internet qui s'appelle WordPress.org. Vous avez tous les codes sources, vous avez tous les clés, tous les outils pour faire votre site internet. Sauf que c'est assez complexe à mettre en œuvre. C'est, on va dire, une usine à gaz, hein, il ne faut pas s'en cacher. Et ils ont dit, ben, nous, ce qu'on vous propose, on va dédier une autre plateforme à côté et qui va vous permettre de tout vous préparer ça, de vous faciliter le travail, mais malheureusement, ça a un coût et c'est pour ça qu'ils ont créé l'outil WordPress.com. Et nous, avec David, avec nos collègues, lorsqu'on parle de WordPress, on parlera toujours de WordPress.org, tout simplement parce que quand vous allez tout ce travail d'installation, de paramétrage, qui est assez complexe à faire pour des néophytes, si on n'est pas informaticien. Mais nos hébergeurs, OVH, Gandhi, Odowitch, eh ben, vont nous le préinstaller Hmm. automatiquement. Donc surtout, surtout, allez pas sur WordPress.com directement, mais bien sur WordPress.org ou chez votre hébergeur, on va vous l'expliquer tout à l'heure pour installer toutes ces fonctionnalités. Je ne sais plus si j'avais une diapo suivante, c'était sur... non. Par exemple, si vous installez le module e-commerce sur WordPress.org avec WooCommerce que nous présentera David mercredi, sans dévoiler ta présentation, tu nous diras que c'est gratuit. Hmm, hmm, Mais si vous allez sur WordPress.com, quand vous rajoutez le module e-commerce, on vous dit, ah bah ça va être 45 euros par mois hmm. en plus. Si on peut le faire en plus, parce que
pour aller dans ce que dit Thierry, il y a beaucoup d'extensions, je pense notamment au référencement qui sont même pas autorisées. Donc, c'est vraiment une version, limitée. Puis on retrouve un petit peu, je dirais, les mauvais défauts que Thierry nous listait tout à l'heure sur les plateformes en location, genre Wix, et cetera. C'est-à-dire que vous pouvez pas transférer un site qui est sur wordpress.com vers un autre hébergeur, quoi. Donc c'est vraiment le truc à ne pas, voilà, une adresse à oublier, je dirais. Et pour aller dans ce que disait Thierry, le wordpress.org, finalement, on n'y va même pas parce qu'en définitive, quand on installe WordPress sur un hébergement, c'est-à-dire que c'est l'hébergement qui va chercher la source, sur wordpress.org, et ça, voilà, c'est complètement transparent, donc on n'a même pas à y aller finalement sur wordpress.org. Voilà. David, tu m'as dit que tu avais vu des questions ou des choses Ouais, par rapport au, je mais dirais c'est au après. piège. Ah, c'est au piège. Ah, d'accord, Oui, ok. c'est sur le domaine. Allez. Donc pas de questions, pas de remarques là-dessus Alors ou j'ai Grégory qui demande si on va faire quelque chose sur la mise en place du SEO, mais je crois pas que ce soit dans cette non, non, présentation-là, il me non, semble on ne pas, hein. parle pas du référencement aujourd'hui. Parce que pour nous, sur les sites internet, hein, C'est il y a 2 temps, ouais. c'est à 3 temps. Mmh. WordPress, la base, le e-commerce, e-boutique, ce que tu vas nous présenter, David. Et puis après, il y a le référencement qui est le troisième module. Voilà. Et on ne pourrait pas tout faire le même jour parce que déjà, c'est très long. Et on a plutôt séquencé ces trois-là, sachant que pas de panique sur le référencement. C'est pas prévu pendant cette semaine, mais ça fait l'objet d'autres webinaires qu'on anime au cours de l'année ou voir qui sera en général programmé en général en début d'année, dans la semaine du numérique de début d'année. Allez, on est parti sur le choix du nom de domaine. Alors, c'est quoi le nom de domaine? Ça va être notre identité numérique. C'est l'adresse où on va vous trouver. On va vous trouver, c'est-à-dire vos prospects, vos clients, vos partenaires. Et lorsque cette adresse, elle est réservée, elle vous appartient. Vous êtes les seuls à pouvoir utiliser cette adresse et on va vous accompagner, on va vous expliquer comment bien la choisir. Alors, quand elle m'appartient, je rajouterais, elle m'appartient, mais pas de manière définitive. Elle m'appartient le temps pour lequel je l'ai réservée. Mmh. C'est un peu comme votre numéro de téléphone. Votre téléphone, il est unique, il vous appartient. Le jour où vous résiliez l'abonnement, eh ben, votre numéro ne sera plus fonctionnel, voire il pourra être redonné, réapproprié à quelqu'un d'autre. Donc attention, c'est pas parce que j'ai réservé mon mot de domaine qui va m'appartenir à vita aeternam, comme si j'avais déposé une marque sur le site de l'INPI. Il vous appartient tant que vous payez. Alors, l'adresse d'un site internet, c'est souvent HTTP ou HTTPS. HTTP, c'est le protocole de communication, on va faire simple. Le S, c'est la sécurité. Il faut, dès que vous faites un site internet aujourd'hui, qu'il soit en e-commerce ou pas e-commerce, il faut qu'il soit en HTTPS. C'est une fonctionnalité à activer chez notre hébergeur. Et ensuite, on a le nom de domaine, donc artisanat-bfc pour ce qui nous concerne, pour l'adresse que je vous présente, et l'extension le.fr. Et l'ensemble, tout ça, ça s'appelle l'URL. Et des extensions, on peut avoir du .fr, du .com, du .ei. Lequel il faudrait réserver? Moi, je serais tenté de dire les deux. Je suis en train de dire il faudrait prendre les deux pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui ait la même idée de créer une société comme nous ou qui pourrait avoir la même activité, voire je commence à voir des artisans qui commencent aussi à réserver le troisième qui s'appelle le EU. Voilà. Mmh mh. Après, vous avez des adresses que vous n'aurez pas le droit de réserver ou que moi, par exemple, je n'aurais pas le droit de réserver parce que je suis dans le centre de la France et bah, j'ai une activité, on va dire, je serai artisan au centre de la France. Si je veux prendre une adresse CH suisse, j'aurais pas le droit parce que je suis pas ressortissant suisse, hein. Il y a des ou si je veux être un site avec une extension en Allemagne, je ne pourrai pas. Le .fr va être réservé aux sociétés françaises. Donc moi, en tant qu'artisan, je vous conseille aujourd'hui le .fr et le .com. Mmh.
Faites attention et aussi, aux déclinaisons avec, les tirets, ce genre de choses, c'est quelque chose un nom de domaine seul, enfin Thierry va refaire le lien après, mais un nom de domaine seul coûte à peu près, max, hein, 10 € par an. Donc, il y a des fois, voilà, vaut mieux voir un peu la carte de la sécurité et puis, voir si on peut pas, bloquer également ces déclinaisons. C'est une question de propriété de j'allais dire de marque, même si c'est pas marque au sens, propre, mais au sens INPI, mais voilà, une protection de l'image de l'entreprise en tout cas. Alors, trouver le nom de domaine. Alors, quelques conseils sur le choix du nom de domaine. Déjà, il faut qu'il soit cohérent avec votre nom commercial. Essayez que le nom de l'entreprise et le nom de domaine soient proches, le maximum proches. Euh, Ça peut faire bizarre de mettre entreprise léger et puis le nom de domaine artisanat. Il n'y a pas de lien entre les deux, ça peut faire très bizarre. Soyez concis, clair et le nom de domaine doit être bien visible. Après, il y aura toute la discussion. Est-ce que je mets des tirets ou pas de tirets? Alors, je reviens en arrière. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre artisanatbfc.fr, tout attaché? Aujourd'hui, Et c'est un peu la nouvelle, je dirais, approche. On évite de mettre des tirets, mais je vous défie de lire le mot artisanat BFC tout ouais. attaché. Il y a quelque chose qui va pas aller. Alors, on peut aussi faire dans l'extrême, on l'a vu il y a quelques années, artisan-couvreur-charpentier-bourgogne-yonne.fr. Et là, je mets le maximum de mots-clés dans mon URL pour être bien référencé. Déjà, je me rappelle même plus l'adresse que je viens de vous donner. Il faut que l'adresse, elle soit le plus court possible. Je dirais, l'idéal, c'est qu'il n'y ait qu'un seul mot. Bon. Mais avec le temps, de plus en plus de personnes ont déposé des noms de domaine, donc ça va être beaucoup plus complexe. Un tiret, deux grand maximum, et à partir de trois tirets, vous oubliez quatre mots, Mmh. c'est trop complexe. Après, il Ouais. peut y avoir de mettre des chiffres. Euh, Exemple, plombier 58. Après, ça peut faire une connotation locale qui peut des fois vous limiter plus tard en termes de développement. Ah bah oui, 58, ça veut dire que dans la Nièvre, donc ça veut dire qu'il n'est pas capable d'intervenir dans les départements Mmh. limitrophes. Mmh mh. Attention. 20 caractères, moi, c'est un peu ce que je dis aussi. En fait, on voit aujourd'hui beaucoup vous prenez n'importe quelle marque, nationale, voilà, créatif, mémorisable, on est à 20 caractères. L'idée aussi, c'est de vous dire qu'il faut être persuadé que les gens vont utiliser leur portable. Donc ce que disait tout à l'heure Thierry par rapport au tiret, c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, c'est plus facile, d'éviter un tiret quand on est sur un téléphone portable que quand on est sur un PC. Donc essayez dans la mesure du possible d'avoir un maximum 20 caractères, ça donne une limite, en fait. Et 20, Même c'est si long, tu hein. ouais, et 20, puis 20 c'est long, ouais, c'est complètement. long, c'est bon. Ouais, ouais. Faut que ce soit facile à lire, facile à prononcer et aussi facile à saisir. À lire, essayez de faire lire. Prenez Artisanat BFC, vous l'écrivez tout attaché, puis vous essayez de le lire. Vous allez voir, Mmh. notre cerveau va se bloquer. Que ce soit facile à prononcer aussi. Alors attention quand vous faites des jeux de mots avec les Ouais. orthographes. Est-ce que je mets le chiffre 2 ou est-ce que c'est 2x dans le nom de domaine? Ah, ça peut être source d'erreur. Ou alors j'achète les deux noms de domaine. Comme ça, si les gens se trompent, c'est pas grave, ils sont redirigés vers la bonne adresse. Ayez le réflexe des mots utiles. Utiles pour le référencement naturel, qui peuvent donner une activité sur son entreprise. Mais attention, faut pas qu'on vous catégorise. Euh, alors, du coup, mettre un mot-clé, on peut devenir spécialiste, exemple, couvreur BFC, couvreur, du coup, je fais pas d'autres activités. Donc, si je veux plus tard proposer d'autres activités, je risque de ne pas être identifié comme tel. Mmh. Il y a des fois ça peut marcher aussi simplement que parce que vous êtes connu sur le secteur donc ça, Thierry qui fait, à son temps perdu de la plomberie, plomberie J'ai chauffage. j'ai pas le droit, hein, je le dis pas. Ouais, je sais, mais voilà, ça pourrait être, thierryléger.com, simplement, vous voyez, plutôt que de chercher des choses compliquées. Des fois, simplement, quand vous êtes connu dans un rayon, local et que ça vous suffit, simplement de mettre votre nom, prénom, ça peut marcher et dans les pièges dans
lequel il faut pas tomber non plus, c'est les lettres identiques juxtaposées, 2 E, 2 I, 2 L ou des choses comme ça, parce que c'est compliqué à lire, en fait. Donc du coup, on est obligé de se taper un tiret. Alors, vous allez me dire, on n'arrête pas de nous parler de tirer, mais on pourrait mettre d'autres caractères, je sais pas moi, des points, d'autres caractères spéciaux. Eh ben, ce n'est pas possible. Mmh. On ne peut pas mettre d'autres caractères spéciaux que, je dirais, que le tiret et éviter des nombres. Donc, dans certains cas, hein, ça peut être bon ça va dépendre de chaque activité, mais voilà les petits conseils qu'on voulait vous donner sur le nom de domaine. Et le coût, ça coûte combien? Ça va dépendre de l'extension choisie et Mmh. des options qui vont être proposées. Parce que qui dit nom de domaine, souvent il y a d'autres fonctionnalités qui vont avec derrière pour le nombre d'adresses mail. Mais considérez qu'aujourd'hui, on est plutôt, allez, j'ai mis 5 mais entre 7 et 10 euros hors taxe par an pour une adresse nom de domaine. Voilà. Et comment la vérifier? Eh ben, on a des sites internet et notamment ça peut être chez notre hébergeur. Je vous ai dit Amen, Oyonos, OVH. C'est une base de données mondiale, c'est pas nationale, Mondial, ouais. c'est Mmh mh. mondial. Vous tapez votre adresse. Donc là, moi j'ai tapé artisanat-BFC. Soit il me dit bah, il est disponible, vous pouvez le réserver pour un an minimum, jusqu'à 10 ans. Ou alors il n'est pas dispo. Et bah là, faut en trouver un autre. Ou alors j'attends qu'il devienne disponible. Ou alors on faut demander son transfert ou le rachat à la personne qui le détient. Ça, je dirais, les trois possibilités s'il n'est pas disponible. Alors Aussi, aussi, c'était justement la question, Thierry, sur le transfert. On avait une question de Nathalie là-dessus. Alors, j'imagine que la question, c'est voilà, est-ce qu'on peut transférer un nom de domaine, quoi, en fait? oui, on peut le faire. Alors déjà, on achète un nom de domaine, on bloque le transfert pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui le récupère. Et lorsqu'on veut le transférer, il y a un petit code à donner, on ouvre temporairement la possibilité. Et nous, typiquement, on le fait avec David là sur un Mmh. site internet sur lequel on travaille. On change d'hébergeur pour des raisons techniques. Et ben, on peut transférer un nom de domaine. Et je dirais un point important, si vous deviez retenir quelque chose de très très important sur cette diapo ou sur ce volet-là, c'est à vous de faire les démarches, c'est à vous de sortir la carte bleue pour acheter le nom de domaine. Ouais, Ne le faites pas faire à un prestataire absolument. Mmh. parce que c'est lui qui détient les clés du camion. Donc c'est à vous de bien réserver le nom de domaine. Et typiquement, si vous venez de trouver un nom de domaine, qui est original, ben, ne le diffusez pas sur les réseaux sociaux autour de vous. Vous dites rien, vous le réservez et après vous communiquerez sur le nom. Voilà. Parce que si vous avez une super idée, ben, avec David, comme on est super filous tous les deux, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'acheter, ça va nous coûter 10 euros. Et puis si vous le voulez, on pourra vous le revendre. Et on voit des reventes. Moi, j'ai vu des reventes à entre 2000 et 200 000 euros le nom de domaine. Bah, oui. Voilà. Donc surtout, si vous avez une super idée d'un nom de domaine, vous ne le dites pas, vous le réservez et après vous en faites la pub. Alors, Euh, j'ai Aussi vas-y, ouais. un autre conseil qui est super important, si j'ai trouvé une super idée, exemple, allez, je vais m'appeler artisanat-BFC, et ben je vais taper dans Google artisanat BFC, puis je vais regarder ce qui sort. Est-ce que j'aurais pas un concurrent, un collègue ou quelqu'un qui aurait le même nom ou qui aurait la même idée de faire la même chose que moi? Moi, j'ai travaillé là avec une coiffeuse, et ben le nom qu'elle avait utilisé, on pouvait retrouver ça dans le bâtiment, donc là, il n'y a pas de problème. Malheureusement, sur la niche où elle est, il y a quelqu'un sur un autre territoire de France qui propose les mêmes services qu'elle, donc ça peut semer le doute lorsque je vais vous dire allez sur mon site internet. Malheureusement, on peut être tenté d'aller sur le collègue ou le concurrent. Voilà. Donc faites une recherche, ce qu'on appelle l'e-réputation, la réputation électronique. Vous tapez votre nom, votre adresse ou votre marque sur internet et puis vous regardez ce qui sort. Ouais, Excuse-moi. j'ai 2 questions auxquelles je vais répondre en fait par rapport au transfert du nom de domaine. En fait,
C'est assez simple en définitive. C'est exactement comme quand vous changez d'opérateur mobile. C'est-à-dire qu'en fait, votre domaine, si vous êtes chez OVH, comme c'est le cas de Myriam, vous êtes chez OVH, vous voulez aller chez O2Switch, eh bien, vous rachetez en fait votre domaine chez O2Switch. Ils vont vous dire, attention, il est déposé, etc. Vous validez, vous payez, etc. Et en fait, ce qu'ils vont vous demander chez O2Switch, c'est un code d'authentification, il s'appelle comme ça, l'AUTH code, que vous allez trouver en fait chez OVH. Alors, petite subtilité chez OVH, par contre, il faut autoriser le transfert. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le fameux AUTH code dont je vous parle. Donc, en fait, une fois que vous avez autorisé le transfert chez OVH, vous récupérez le code comme vous le faites avec un code RIO quand vous changez d'opérateur mobile. Et ce code AUTH, eh ben, vous le mettez chez O2Switch. Et comme ça, en fait, O2Switch a bien vu que c'est bien vous qui étiez propriétaire du domaine puisque vous avez donné le code. Et en fait, il faut compter allez, une dizaine de jours pour que le transfert soit complètement effectif entre les deux opérateurs. Donc ça se fait très très bien. Ça se fait très très bien. Une autre question, t'avais dit, David? Non? Bah, c'est un peu dans Non? le même genre, donc c'est D'accord. comme Ok. Nathalie là, qui a un site internet qui voudrait aller chez WordPress. Donc Nathalie, vous n'allez pas réellement chez WordPress, il vous faudra choisir un hébergeur avant et installer WordPress chez cet hébergeur. Hein, mais par contre, si vous avez déjà le nom de domaine, oui, effectivement, dans ce cas-là, bah, vous transférez le domaine. C'est bien ça. Petite parenthèse, on fait un petit pas de côté, on parle d'email. Vous avez, je dirais, on peut avoir un mail avec un nom de domaine. Donc vous avez deux autres types d'adresses, hein. Vous avez les mails qui vont être liés à votre fournisseur d'accès, exemple thierry@orange.fr, ou les adresses mail gratuites, exemple thierry@gmail.com. Voilà. Mais ça ferait beaucoup plus pro d'avoir thierry@monentreprise.fr parce que mon entreprise s'appelle monentreprise.fr ou comptabilité ou maintenance ou paul.martin. Et ben, l'avantage aussi lorsqu'on a un nom de domaine, c'est qu'on va pouvoir aussi créer des adresses pro, je dirais, avec un nom de domaine, et ça fait beaucoup plus pro. Ça, c'est un service qui peut être, qui est proposé lorsqu'on fait de réservation de domaine et de l'hébergement. Et du coup, par exemple, si vous me donnez votre adresse mail contact@monentreprise.fr, bah, du coup, ça peut me mettre la puce à l'oreille. Bah, tiens, du coup, ils auraient peut-être bien un site internet qui s'appellerait monentreprise.fr. Mm. Et tiens, on est en train de parler un petit peu référencement, du coup, de faire le point sur le référencement. Voilà, c'était un petit pas de côté pour vous parler des adresses mail qui peut être, je dirais, incluses avec les hébergements. Et donc, l'avantage d'une adresse Mail Pro, c'est que ça apporte de la crédibilité, de la visibilité, de la flexibilité, parce que devant l'arrobase, on peut mettre ce qu'on veut. C'est gravé dans le marbre, ça vous appartient, tant que vous payez je dirais, le nom de domaine. C'est simple, quand même assez simple à mettre en œuvre et c'est sécurisé. Et ça se crée très rapidement, c'est opérationnel, c'est en quelques minutes. On peut créer, je dirais, énormément de boîtes mail. Ça va dépendre de l'offre qui vous sera proposée, du contrat que vous avez souscrit. Héberger son site internet. Donc en fait, il faut trouver un ordinateur qui va être allumé 24 heures sur 24, disponible 365 jours par an, 24 heures sur 24, où il y aura tous nos fichiers. Évidemment, je ne vais pas le mettre sur mon ordinateur parce que lui, bah, je l'éteins de temps en temps. Il y a toute la partie Mm. sécurisation, voilà. Donc ça, on va confier cette mission d'hébergement, tous ces fichiers, on va les mettre sur des gros serveurs, et ça, cette prestation, on va l'externaliser. Et donc ce que je disais, hein, l'hébergement, ça va être un gros ordinateur qui va être connecté en permanence. Et vous avez des sociétés spécialisées, OVH, Gandhi, Oyonos, LWS, O2Witch. Chacun a des avantages et des inconvénients, chacun a des prix différents. Et moi, quand je compare les offres, je ne compare pas le prix de l'année en cours, mais je compare le prix de l'année suivante. Parce Mhm. que vous avez souvent des prix très alléchants la première année, Ouais. des fois proches de zéro, mais la deuxième année, là, on Bon. vous le loupe pas. Mm. Voilà. Donc moi, je regarde toujours la deuxième année.
Notamment avec le nom de domaine. C'est-à-dire que souvent, en fait, c'est le cas d'OVH, ils vous offrent le domaine, la première année. C'est bon, chez OVH, le nom de domaine doit tourner quand même à autour de 15 € et en fait, l'année d'après, par contre, vous le payez. Donc c'est-à-dire que vous avez acheté l'hébergement, pas cher la première année. Par contre, l'année suivante, comme dit Thierry, bah, c'est, l'hébergement plus, 15 balles de nom de domaine, quoi. Donc faut faire gaffe à ces petits Ouais. pièges-là, ouais. Alors, le dernier piège que j'ai eu en date pas plus tard qu'il y a, qu'il y a une semaine en accompagnant un artisan, c'est qu'aujourd'hui, on vous propose des formules. Allez, on va pas prendre sur un an, mais on vous propose de prendre sur 3 ans. Et si vous prenez sur 3 ans, vous avez une petite réduction. C'était de l'ordre de 2-3 euros. Alors, c'est super. Moi, je trouve que c'est super dangereux de prendre des réservations pour au-delà d'un an. Euh, je dirais alors, bien sûr, on a une petite réduction, mais je trouve que le risque qui est pris, il est énorme. Pourquoi? Parce que si vous prenez tous les ans, vous savez allez, au 1er novembre, périodiquement, tous les ans au 1er novembre, il va falloir que je renouvelle mon nom de domaine et mon hébergement. Si vous prenez des formules à 2, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, bah, quand vous allez arriver à la date anniversaire, vous direz, ah bah non, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Et puis on oublie de Puis renouveler. on oublie, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, on perd tout et tout est effacé sur les serveurs. Voire le nom de domaine est repris par un concurrent, Mmh mh. où on se retrouve avec un site porno. Et malheureusement, j'ai plusieurs entreprises, j'ai presque dire une fois ou 2 fois par an, ou des entreprises que j'accompagne, et ça leur arrive. Donc je trouve que c'est prendre un risque énorme que de gagner 3-4 euros. Moi, je préfère renouveler tous les ans une Mmh. date Ouais, je suis anniversaire. d'accord. Et ça évite aussi les arnaques parce que bah, vous savez que vous devez renouveler au 1er novembre. Vous recevez un mail au mois de mai qui vous dit faut renouveler votre nom de domaine. Et là, ça peut sentir le spam ou le démarchage, quoi, quelqu'un qui se fait passer pour votre prestataire. Et puis bah, on renouvelle au mois de mai, puis en fait on a payé une arnaque. Donc faites super super gaffe parce que des arnaques, il y en a partout. On en parlera justement cet après-midi avec nos amis les gendarmes. Et les coûts, aujourd'hui, l'hébergement, faut compter à peu près 55 euros par an. Donc, vous rajoutez le nom de domaine et vous voyez, on arrive à peu près aux 60 euros par an pour avoir un site internet. Et si on a un site avec du e-commerce un peu, où on commence à avoir pas mal de trafic, c'est un coût de l'ordre d'une centaine d'euros par an. Et vous le revoyez bien, je vous parle de coûts à l'année. Et tout à l'heure, vous avez donné des prestataires, eux, ils nous donnaient des coûts du même ordre, mais au mois, hein. Donc vous voyez bien Mmh. les écarts de prix qui peuvent être très, très, très élevés. Et donc, je l'ai dit, il y a de nouveaux hébergeurs qui proposent des offres, des packages avec hébergement, nom de domaine et email. Et bien justement, c'est notre cahier des charges qui nous permettra de choisir la meilleure offre. Bah, si vous me dites j'ai besoin de 2 mails, ok, ça va. Si vous me dites, par exemple, chambre de métier, il nous faut 500 mails, ah bah là, on va pas prendre la version de base parce que ça va pas répondre à notre demande, à notre besoin. Et je le mets en vert, je le dis et je le redis, c'est à vous de réserver, c'est à vous de payer, c'est l'entreprise artisanale qui doit le faire. Et puis voilà, là je vous ai mis des ordres de prix. Il y a OVH, on a 55 euros par an. Wix à 66 euros. De Wix, on a 72. OVH, qui est une autre formule, on a 86 euros. Donc, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur et vous voyez qu'il y a des écarts de prix qui peuvent être, Mmh. je dirais, très élevés. Et OVH, moi personnellement, je conseille la version perso. Perso, ça veut pas dire que c'est personnel, humain, une personne qui est derrière. C'est euh, c'est la deuxième offre, hein. C'est pas la moins chère, mais c'est la deuxième, qui est très 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 bien adaptée à des entreprises artisanales. Moi perso, c'est O2 Switch. Voilà, on a chacun Chacun voilà. nos petites Mais églises. en formation, on vous présente Les 2, ouais. les deux ou les trois Mmh. et vous êtes libre de choisir. Nous ne sommes pas mariés avec l'un ou l'autre, on Absolument. n'avait pas d'intérêt. C'est simplement aussi notre expérience. Et puis quand il y a des petits bugs à aller chercher, ben, on est peut-être plus à l'aise lorsqu'on connaît la plateforme. Mais on n'est pas marié avec Oui. un hébergeur en particulier. On a choisi notre nom de domaine, on a choisi l'outil. Bah maintenant, on va se lancer dans la rédaction du site internet il nous faudra du contenu qui va être attractif, efficace. Et ben, on va faire la bonne vieille méthode. On va prendre
une page blanche, un crayon de papier, et puis on va noter les idées qui nous viennent en tête. De quoi je pourrais parler sur mon site internet. Et même moi, dans la rédaction, je commence toujours par écrire sur les pages où je suis le plus à l'aise. Voilà. Et moi, la page que je suis le plus à l'aise aujourd'hui à faire, par exemple, c'est le formulaire de contact. Parce que je connais mon numéro de téléphone, je connais mon adresse. Si je veux mettre une carte pour me géolocaliser, ça c'est facile. Alors qu'on a beaucoup d'artisans qui veulent toujours commencer par la page d'accueil. Et moi, en formation, typiquement, la page d'accueil, c'est ce que je fais en dernier parce que c'est la page la plus compliquée à faire. Voilà. Vous avez le droit d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle. C'est un assistant. Et je ne le dis pas, c'est pas l'IA qui va vous faire le site internet, mais il va pouvoir peut-être m'aider à trouver des idées, du contenu ou me reformuler la rédaction, voire de générer des images ou du contenu. Mais n'hésitez pas à prendre une feuille de papier et vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Et ça se fait pas en 1 heure ou en 2 heures ce matin. C'est vous mettez la feuille de papier au milieu du bureau et puis dès qu'il y a une idée qui vous vient dans la tête au cours de la semaine, paf, vous la notez. Ah bah tiens, ce serait bien que je parle de ça sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir sur des sites de confrères de ce que vous aimez ou de ce que vous aimez pas. De dire, ah bah ça, surtout pas, je veux surtout pas qu'on arrive à ça. Ça, cette fonctionnalité, bah ouais, elle me plaît. Alors ça peut être des confrères qui ont exactement la même activité que vous, ou alors une activité complètement différente, mais il y aura peut-être des idées, des bonnes idées à les piocher sur leurs outils, sur leur site. Créer des contenus uniques, ne plagiez pas la concurrence et faites preuve d'innovation. Ça, c'est important. Euh, Aujourd'hui, il existe des outils Internet qui permettent de savoir si un site Internet a été recopié sur un autre site. Donc, sachez que vous pouvez aussi être, bah, je dirais, ennuyé parce que vous avez recopié du texte sans le modifier. Donc, évitez de plagier euh, bah, des documents ou des sites Internet. De se poser la question à quoi va servir mon site internet. Est-ce que c'est un site vitrine, de présentation, de l'image? Est-ce que c'est un site pour apporter du contenu, des documents techniques, des notices techniques ou de l'info technique? Est-ce que c'est un site pour faire de la vente en ligne, pour présenter mes produits et les vendre directement, donc une plateforme complémentaire à mon magasin? À qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à des particuliers, à des professionnels, à des collectivités? Quelle est leur tranche d'âge? Quoi, c'est qui mon client avec ce site internet? Quels sont mes objectifs avec ce site? Donc, quels seront mes contenus? Donc voilà, toutes ces questions à se poser lorsqu'on va commencer à rédiger le contenu. Un travail important, ça va être l'arborescence. Il faut que ce soit quelque chose qui soit fluide. Moi, j'imagine toujours un arbre avec. On part du tronc, on a la page d'accueil et puis après on a des ramifications. Il faut que ce soit très clair. Une ramification, je dirais, comme un arbre généalogique, il faut que ce soit très simple, très clair. Et on va utiliser aussi des mots-clés pour que les personnes puissent naviguer, se déplacer. Mais à l'intérieur des pages, on va imaginer aussi des liens pour rebondir. Il faudra jamais que quand on arrive dans le bas d'une page, que ce soit là, dans un entonnoir, il faut toujours qu'il y ait un lien pour rebondir vers une autre page. Et aussi, il faut penser que la manière dont vous allez vous déplacer dans un site internet, moi, le comportement que je vais avoir sur un site, peut-être que David, bah, lui, il va utiliser d'autres fonctionnalités. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous allez sur un site internet sur votre téléphone, sur un téléphone, souvent on n'a pas forcément le menu qui s'affiche en haut avec toutes les rubriques. Bah, s'il y en a qui connaissent pas la fonction menu hamburger, hein, vous savez, les trois petits traits où on clique dedans et puis il y a le menu qui s'affiche, bah, si les gens ne connaissent pas cette fonctionnalité, bah, ils vont pas pouvoir naviguer sur un site. Donc souvent, sur des sites internet, on va prévoir des doubles menus en fonction bah, du public ou du comportement des personnes qui vont se déplacer et sur son site. Et n'oubliez pas que les visuels seront différents si on est sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Aujourd'hui, je l'ai pas dit, mais c'est une fonctionnalité qui est tellement évidente que j'ai oublié de la dire. Il faut que votre site il soit responsive, c'est-à-dire que votre site il soit compatible tablette et smartphone. Aujourd'hui, un site compatible qu'ordinateur de bureau, ce n'est plus possible, même si on en trouve encore qui ne sont compatibles que sur écran.
Moi, ce que je dis à mes stagiaires en formation, c'est qu'est-ce que votre client doit trouver en 3 clics, en fait, quand il arrive sur votre site. Voilà, c'est quand il arrive sur votre site, en 3 clics, il doit trouver quoi? Et une fois que vous avez ça, après, bah, ça va être vous, ça va être peut-être le formulaire de contact, le téléphone. Enfin, voilà, c'est des choses peut-être simples comme ça. Mais voilà, qu'est-ce qu'il doit voir en 3 clics? Et une fois que vous avez ça, ça va vous permettre de décliner ce que vous allez faire dedans. Et tu as parlé du numéro de téléphone, David, ou formulaire de contact. Vous faites un site internet pour un artisan, on est une petite entreprise, donc vous voulez, je pense qu'il y a encore beaucoup de contacts humains. Hmm. Bah, il faut que le numéro de téléphone, le formulaire de contact, on le trouve très rapidement. Pas en Oui, 3 clics, je dirais même en un clic. ouais, en un clic, ouais. Hmm. Voilà. Et malheureusement, quand on fait des audits de sites avec les collègues, bon, on s'aperçoit que ces informations, des fois, elles sont un peu dures à aller chercher. Hmm, Voilà. hmm. C'est vrai. Voilà. Donc ce numéro de téléphone, même si vous faites un site internet, le téléphone, il doit apparaître en première page où on a le bouton contact qui ne doit pas être caché dans à propos de machin. Voilà. Ça, c'est mais des informations qui sont très importantes. Il faut les trouver tout de suite et utiliser le vocabulaire, utiliser le jargon de vos auditeurs. Euh, Même des fois, de par nos métiers, de par vos métiers d'artisan, vous avez du vocabulaire avec des mots très précis, qui ont une signification très particulière. Donc, mais surtout, utilisez le même vocabulaire que vos clients. Et ça va être très important. Je prends l'exemple de la carrosserie. Et ben, aujourd'hui, j'ai eu un accident, j'ai cassé mon pare-choc. Ça, c'est le jargon qu'on va utiliser en tant que particulier. Ben, un professionnel, il parle pas de pare-choc, il parle de bouclier. Ben, si votre site il s'adresse à des particuliers, je Hmm. vais pas utiliser le mot bouclier parce qu'il va pas s'imaginer, il va penser à un pare-buffle, un truc comme ça, alors que sur ma voiture, moi, j'ai pas un pare-buffle, ce que j'appelle un pare-choc. Donc, va falloir travailler sur ce. Il y a tout un travail à faire sur de lister, de trouver les bons mots-clés. Alors, ça peut être un mot ou des groupes de mots. Et en général, une page, c'est une idée ou un mot-clé pertinent. Si vous avez des choses assez complexes, eh ben, on pourra faire plusieurs pages. Pareil, en termes de contenu, on est illimité en nombre de créations de pages. En général, quand je travaille avec les artisans, j'aime bien leur poser la question au début de stage, vous avez prévu de faire combien de pages? On me dit, oh là, pas plus de 4 ou 5. Et ben dans ma tête, je sais qu'on aura forcément le double grand minimum parce que dans les 4 ou 5 pages, il y a des choses obligatoires comme la page d'accueil, le formulaire de contact, les mentions légales, la gestion des cookies, peut-être les CGV, les conditions générales de vente. Vous voyez déjà, ça fait au moins déjà 4 ou 5 pages qui sont réservées pour du contexte purement réglementaire. Lorsqu'on va travailler sur le contenu, n'hésitez pas à demander conseil à votre entourage. Et comme l'a dit David, mettez-vous à la place de l'internaute. Il faut qu'en 2 ou 3 clics, j'arrive directement sur la page où je trouve l'information dont j'ai besoin. Et là, il y a des outils. Alors, je vais pas dire qu'ils sont tous gratuits. Ils peuvent être gratuits sur quelques recherches et puis après, ça devient payant ou il faut revenir le lendemain pour en bénéficier. Mais on vous a donné des adresses de sites internet qui permettent de nous donner des idées de générateurs de mots-clés de suggérer des mots-clés. En fait, c'est des sujets sur lesquels les internautes recherchent des informations. Et donc, bah, si vous allez être capable de parler de sujet-là, ça veut dire que ça pourra aider aussi au référencement ultérieur de votre site internet. Soignez le contenu de chaque page. Il va falloir penser référencement, donc penser mots-clés. Il faut que le sujet sur lequel on parle sur la page ce soit intéressant. Il va falloir les captiver. Alors ne mettez pas trop de texte. On va mettre des illustrations, des photos, mais inversement, ne faites pas un site de photos, parce qu'un site de photos, ça va être super dur à référencer. Donc, il faut trouver un mix entre les deux. Et on estime qu'un contenu assez riche, de l'ordre de 300 mots. Faites des phrases courtes et bien construites avec des enchaînements. N'hésitez pas à utiliser des sous-titres pour la mise en forme qui vont aider à la lecture, mais aussi au référencement de bien actualiser son contenu. Si j'arrive sur votre site et que je vois que vous mettez toujours que la TVA elle est à 7%, là, c'est un site qui est obsolète depuis des années. Et du coup, bah, j'aurai une confiance, mais très, très, très limitée sur ce que je vais trouver, parce que je vais me dire, bah, du coup, le site, il est pas à actualité. Donc, je me pose vraiment la question de la pérennité ou de la fiabilité des informations qui vont être sur ce site.
Et donc, il y a tout un mélange à trouver aussi entre contenu et des visuels qui soient attractifs et qu'on ait l'impression qu'on va avoir de travailler avec vous. Donc attention, on peut utiliser l'IA pour générer des photos, mais il faudra que la photo, elle représente l'ambiance qu'il y a chez vous. Euh, Là, par exemple, sur ma diapo, on voit un jeune où, si vous mettez cette photo-là, il faut que ce type de personne ou cette personne, on la retrouve. Donc, des fois, on voit qu'on a des photos qui sont un peu trop, je dirais, entre guillemets, américaines. Donc, Mmh. faites attention qu'on retrouve bien l'esprit de votre entreprise. Les images, ça sert à faire passer des messages, hein. Soyez très vigilants sur la qualité des photos. Un point très 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 important, il y a les droits à l'image et les droits d'auteur. Donc, une règle de base, on n'a pas le droit de reprendre des photos sur Internet. Partez du principe qu'une photo sur Internet, par principe, vous n'avez pas le droit de la reprendre, sauf si on vous en donne les droits d'utilisation. Et distinguez bien les droits à l'image et les droits d'auteur. Le droit d'auteur, c'est celui qui a appuyé sur le bouton pour prendre la photo. C'est pas parce que j'ai pris David en photo que je vais avoir le droit de le mettre sur mon site internet. Mmh. David, il a des droits d'image, il va me dire, OK Thierry, tu as pris la photo, mais je t'interdis de la mettre sur les réseaux sociaux, sur le site internet. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image. David, il n'a pas les droits d'auteur parce que c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Le droit à l'image, c'est celui qui est sur la photo. Le droit d'auteur, c'est celui qui a appuyé sur le bouton. Donc, lorsque vous prenez des personnes en photo ou des équipements particuliers, demandez l'autorisation. Et moi, David, je vais pas lui demander est-ce que David est d'accord à ce que je mette la photo sur le site internet. Il va me dire oui, oui. Bah, s'il me dit oui, oui, je vais lui faire signer un document. Mmh. Donc, lorsque vous faites des photos, on a des éléments où il pourrait, oui, demander une autorisation écrite. Si vous devez mettre des photos de votre fournisseur, bah, demandez-lui l'autorisation. Alors déjà, il pourra peut-être vous donner les photos, ça évitera de les faire, elles seront de bonne qualité. Et surtout, vous lui demandez l'autorisation écrite, notamment lorsque vous travaillez avec plusieurs marques. Il y a peut-être des marques qui vous l'autoriseront et d'autres qui vont vous l'interdire. Lorsque vous faites vos photos, soignez l'image de fond, les arrière-plans, la prise de vue. Évitez les photos avec les plaques d'immatriculation des voitures, tout le matériel qui va derrière, qui va polluer, les bouteilles ou le bordel qu'il pourrait y avoir sur un chantier. Attention à tous ces environnements-là. Prendre une photo, ça nécessite souvent une mise en scène. Alors, vous avez des outils comme Canva, comme Dali, qui permettent de créer des visuels. Et vous avez aussi des applications en ligne. Et je pense à à remove.bg qui permet de supprimer le fond, de mettre un fond transparent. Et ça peut être notamment très utile lorsqu'on veut faire une boutique et qu'on veut mettre des photos avec le produit seul, sans toute la mise en scène qu'il y a autour. Et ben, Remove peut nous supprimer le fond. Vous avez des outils comme en ligne PhotoPEA. En fait, PhotoPEA, c'est la version légale, gratuite de Photoshop Mmh. en Mmh. ligne sur Internet. Et après, vous avez des logiciels comme Photofiltre, comme GIMP, qui permettent de faire de la retouche d'image. Et bah pareil, l'outil, je le choisirai en fonction de ce que je veux refaire. Si je veux recadrer une image, moi je prends Photofiltre, ça va très bien. GIMP, c'est l'équivalent de Photoshop en version gratuite, qui est très puissant, mais aussi très complexe à prendre en main. Mmh. Mmh. Voilà. Photopea et c'est vraiment le meilleur compromis. On retrouve vraiment les outils, l'interface Photoshop et puis, ouais, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Mais pareil, ça nécessite une petite, si on n'est pas à l'aise sur la retouche de photo, ça nécessite une petite prise en main. Et pareil, piège à éviter, ne prenez pas la photo avec votre téléphone et on balance directement sur son site internet. Déjà, la photo qu'on aura faite sur son téléphone, elle est de très bonne qualité en termes de résolution. Il va falloir la réduire, le poids de la photo, et on a des nouveaux formats d'images qui arrivent sur le web. Et aussi, on va la renommer. Parce que pareil, pour aider au référencement, nos photos aujourd'hui, quand on les fait, c'est des successions de lettres et de chiffres. Et ben, sur son site internet, quand on va les déposer, on va renommer ces photos. Donc, il y a aussi un travail préparatoire à faire. Et si possible, faites-le le plus en amont possible, parce que s'il faut le refaire, il faut reprendre toutes les photos une fois que le site est fini. C'est un travail, je dirais un travail de ouf, voilà, qui peut être très lourd.
Et j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi du contenu qui est fortement recommandé, voire obligatoire. Alors, en fortement recommandé, je dirais le formulaire de contact. Voilà. Moi, j'évite sur des sites internet de mettre directement le mail Mmh. de mon Mmh. entreprise pour éviter que les robots l'aspirent. Je vous mets un formulaire de contact, vous déposez votre demande sur le formulaire de contact, et puis bah, quand je vous répondrai, du coup, vous aurez mon mail. Et puis après, il y a des modules, quoi, des modules, des contenus qui vont être imposés par la réglementation. Dès qu'on a un site internet, obligatoire d'avoir des mentions légales. Les mentions légales, on va retrouver qui en est le propriétaire, où est-ce que c'est hébergé, est-ce que j'ai le droit de reprendre les photos, de dire je me dégage de toute responsabilité, si ça plante votre ordinateur, c'est pas mon site internet. Il y a tout ce qui est gestion des cookies, alors pas les petits gâteaux, hein, mais les petits fichiers qui viennent se mettre sur le site internet. Et aujourd'hui, tous les sites internet qu'on connaisse utilisent ce mode de cookies. Donc vous devez le dire, hein, c'est fameux le petit bouton qu'il faut cocher la première fois qu'on arrive sur un site internet. On a tout ce qui est la protection des données, la RGPD. Et il y a tout ce qui est aussi les CGV, les conditions générales de vente. Alors, les CGV ne sont pas sont obligatoires uniquement lorsque vous faites de la vente à des professionnels ou que vous faites de la vente en ligne depuis votre site internet. Donc si aujourd'hui vous avez un site vitrine de présentation, je sais pas moi, de ma boulangerie, de mon entreprise de menuiserie, de couverture, les CGV ne sont pas obligatoires. Vous pouvez quand même les mettre, mais elles ne sont pas obligatoires. Elles seront obligatoires que si vous faites de la vente en ligne avec paiement sécurisé. Et ça, je dirais, je pense que David a à peu près le même retour d'expérience que moi. Malheureusement, les CGV, les mentions légales, Ouais. souvent, c'est un peu light au niveau des prestataires. Voilà. Ouais, complètement. C'est souvent, ouais, alors là, sur les cookies notamment, il y a des extensions qui le font. Et donc, ouais, effectivement, souvent, c'est souvent du copier-coller, du copier-coller, quoi. Donc, bon, autant les mentions légales, c'est pas grand-chose en définitive. Par contre, quand on commence à taper sur les conditions générales de vente, on avait eu un webinaire dans une semaine du numérique qui était hyper intéressant par un inspecteur de la concurrence répression des fraudes et qui expliquait et ça m'est vraiment resté en tête que les conditions générales de vente, c'est vraiment le contrat qui lie le client final, donc votre client, et vous, quoi, en fait, hein. Donc c'est vraiment un contrat. Donc si vous allez pomper ça à droite à gauche ou que c'est pas assez précis, etc., si vraiment il y a tomber sur un client et que ça part au tribunal, ça sera vraiment les CGV qui vont Donc, être mis au milieu, et voilà, et ça voilà. peut vite être problématique pour vous, quoi. Donc les CGV, ça peut être fait avec votre prestataire. Mais c'est plutôt à vous d'apporter le contenu. Voilà. Donc Ouais. éventuellement le prestataire il pourra vous redonner un avis et ça pareil, ça fait partie du cahier des charges. Vous dites au prestataire, vous me faites les CGV ou vous me les faites pas, mais on se Mmh. met bien d'accord au départ. Et on n'est pas dans le monde des bisounours, donc les CGV c'est ce qu'on va lire Ouais. lorsqu'il va y avoir un conflit entre nous. Donc on ne fait pas ça à la légère. Mmh. Typiquement, un juriste peut être un bon tuyau, hein, sur ce Oui, genre de choses, hein. oui. Et l'IA peut vous aider, mais attention, Ouais, ne ouais. prenez pas argent comptant de ce que va vous faire l'IA. Dans tous les cas, notamment si vous êtes sur un sujet qui va être assez chaud, où il peut y avoir des engagements financiers ou techniques très très élevés, c'est un humain, un juriste qui vous le validera. Bien sûr, ça a un coût, Mmh mh. mais c'est super important. Alors, on a dit qu'on parlerait pas en référencement, mais si un tout petit peu, mais on fait pas un module dédié au référencement. Pour faire simple, il y a deux référencements. Il y a le payant et le gratuit. Et malheureusement, les prestataires, aujourd'hui, ils nous envoient bah, sur le payant. Bah, parce qu'il y a de C'est les l'argent à se faire. prestataires. C'est les C'est les prestataires. prestataires. Mais ce que vous devez faire, vous, en premier, c'est le naturel. Et quand on aura fait tout sur le naturel, tout ce qui est possible d'être fait, qui est gratuit et que ça suffit pas, alors on partira sur du payant. Et quand on parle de SEO, c'est du référencement gratuit. Malheureusement, il y en a qui nous font payer du gratuit. Alors, le référencement, c'est pas quelque chose qui est instantanément. Autant WordPress, Wix ou tous les autres sites internet, lorsque vous faites une modification, la publication, elle est en ligne instantanément. Ou quand vous publiez sur Facebook, c'est instantanément. Alors que le référencement, c'est pas instantanément. Et c'est une science qui est très complexe, qui évolue. Et il faut être patient, patient, patient.
Alors, sur quel moteur de recherche il faut être présent? Il n'y a pas le choix en Facile, France. C'est facile. Google, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est Google. Plus de 90% des recherches sont en France, sont faites avec Google. Donc, si on veut être trouvé, si un moteur de recherche où vous faites présent, c'est Google. Après, vous avez Bing qui essaye un peu de prendre des parts du gâteau avec Microsoft. Et le reste, c'est le trait du crayon. Voilà, je dis pas qu'il faut pas aller sur Ecosia, sur DuckDuckGo ou Quant, mais vous voyez bien qu'il faut être très important que son site il soit référencé pour Google si vous attaquez le marché français. Si vous attaquez le marché chinois, le marché russe, c'est d'autres moteurs de recherche. Mais en général, on travaille plutôt, nos artisans, ils travaillent plutôt en France, voire Europe. Alors, le référencement naturel, il faut du contenu de qualité et optimisé. On pense mots-clés, il faut que ce soit facile à naviguer. Il faut que vous ayez des liens sur votre site pour trouver votre page. Alors, ça peut être des liens internes, mais aussi des liens externes, ce que j'appelle des liens cousins. Bah moi, David, je vais faire un lien sur ton site internet. Du coup, bah David, essaye de faire un lien sur mon site. Euh, Plus vous ferez de liens ou plus on fera des liens depuis un site très connu. Moi, j'accompagne des entreprises qui ont eu des articles, soit dans le journal local ou au niveau de la radio, ils faisaient du coup un lien vers leur entreprise. Et ben, des fois, ça améliorait le référencement, voire on trouvait plus facilement le site internet avec cette page de partenaire que mon site directement. Je l'ai redit, renommez les photos avant de les intégrer dans votre site internet, ça va aider à les référencer. Et là, on a fait une petite recherche sur internet. On a appelé ça, allez, les mots-clés qu'on a utilisés, on a mis cadeau, fête des mères. Et là, vous voyez des résultats qui apparaissent. Donc ça date un peu, mais c'était pour garder surtout l'idée où c'est marqué offrez à maman un cadeau original parmi notre sélection fête des mères. Et bah ça, c'est du travail. Il va falloir optimiser ce texte-là. Il faudra avoir la main pour pouvoir le modifier. Parce que c'est ce qu'on appelle les métadescriptions. Et ça va être de plus en plus important, quoi. C'est aussi important pour l'internaute pour qu'il envoie je dirais le contenu de la page. Parce que si c'est pas renseigné, eh ben, Google met les premiers mots qu'il trouve sur le site. Alors des fois ça veut dire quelque chose, et puis des fois ça veut rien dire. Et tout ça, c'est un travail qui, j'appelle ça du travail de dentelle qu'il faut être fait pour chaque page. Et c'est des Mmh. extensions. Souvent, je vais parler de WordPress. C'est une extension qu'il faudra rajouter pour permettre de le faire parce que par défaut, WordPress par défaut, c'est une coquille vide et c'est à vous de mettre toutes les briques que vous avez besoin dedans. Vous avez le référencement local, la fameuse fiche Google établissement ou Google My Business, mais maintenant le terme c'est Google établissement. Je ne vais pas développer cette partie-là, mais elle est super importante. Je dirais même, il faut l'avoir fait avant d'avoir fait son site internet. Et ça fait l'objet d'un webinaire avec notre collègue Émilie, si je ne me trompe pas, jeudi après-midi. Elle va vous faire voir comment créer sa fiche Google établissement, notre fiche Google. Et je dirais c'est aussi très très important en termes de référencement. Malheureusement, il y a des prestataires qui nous le font payer alors que c'est 100% Mmh. gratuit. Mmh mh. Et se faire connaître, est-ce que vous avez pensé à mentionner votre adresse de votre site internet au même titre que votre numéro de téléphone sur les cartes de visite, sur les flyers, sur les affiches, sur les banderoles, sur les papiers en tête, sur les devis, sur les factures, sur les cartes cadeaux, sur le véhicule? Lorsque vous envoyez un mail, bah, s'il vous plaît, modifiez votre signature de mail dans votre téléphone. J'ai pas besoin de savoir que David il a l'iPhone, je sais pas combien, pour m'envoyer des SMS ou des mails. Et ce serait plutôt plus intéressant de mettre www.monentreprise.fr ou l'adresse de mon Facebook ou de mon Instagram. Et pareil, si vous avez des réseaux sociaux, vous êtes présent sur votre fiche Google établissement sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, mettez l'adresse de votre site internet. Pareil, si vous avez une chaîne YouTube, mettez l'adresse de votre site internet. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en phase de création d'entreprise, vous avez déjà des réseaux sociaux, ou vous êtes en train de faire vos cartes de visite, mais bah, mon site internet il n'est pas encore en ligne, et bah c'est pas grave. Ce qu'on peut faire très rapidement, c'est réserver votre nom de domaine et on crée avec WordPress une page de maintenance. Typiquement, la page de maintenance, ça va être la carte de visite, le nom et je dirais un numéro de téléphone. Et on pourra
basculer automatiquement sur le site internet le jour où le site internet sera fonctionnel. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de refaire vos cartes de visite, vos flyers. Ou ça peut être de mettre directement l'adresse pour aller sur votre Facebook en attendant que votre site internet il soit en ligne. Donc tout ça, moi je le rentre dans le référencement et c'est des choses qui sont gratuites, vous avez entièrement la main et qui sont aussi importantes que le référencement, je dirais directement sur internet. Et après on a le référencement payant. C'est ce qu'on a souligné en jaune, où là, vous avez des prix. Et là, ça marche comment? C'est des campagnes publicitaires sous forme d'achat de mots-clés. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à payer lorsque les internautes vont taper les mots cadeau, fête des mères. Moi, je serai prêt à payer en cliquant sur ces mots pour apparaître en premier. Mais ça coûte très cher. Et ça, on le fera, le référencement payant, si vous avez déjà fait. Vous êtes au top sur les 3 premières étapes. Avant que j'aborde un petit peu plus WordPress, David, tu as des questions? Rien du tout. Allez. C'est des questions sur la formation, tout ça, donc non, non, tout va bien. Alors, WordPress, on en a beaucoup parlé et on rappelle, on va pas sur le .com et sur le .org. D'ailleurs, vous oubliez même le .org parce que vos principaux hébergeurs qu'on vous a cités tout à l'heure permettent de vous l'installer gratuitement. WordPress, on va pouvoir le faire soi-même en formation ou demander au prestataire de le réaliser avec WordPress. Tout à l'heure, dans le cahier des charges, une contrainte technique, je veux dire, je veux que vous fassiez le site internet avec tel outil. C'est comme moi, je pourrais dire à David, tu vas me trouver une voiture, mais je veux cette marque de voiture uniquement. Voilà. Plutôt de chevaux, toi, hein. Voilà, Citroën, par Avec le exemple. pare-buste, avec le Voilà. pare-buste, on l'a vu. Et il faut dire que, allez, WordPress, c'est un peu une coquille vide où il n'y a rien dedans. Et là, on va installer des briques qu'on appelle des extensions dans le jargon. Exemple, et les briques qu'on peut proposer, c'est le formulaire de contact, la carte ou le plan d'accès, ou la carte avec toutes les points de dépôt ou de revente de mon entreprise, la galerie photo, la boutique de vente en ligne, des documents que je vais proposer en téléchargement, des documents Word, des documents Excel, des documents PDF, la newsletter, la page de maintenance. On va aussi installer aussi des extensions que vous ne verrez pas en tant qu'utilisateur, mais que nous, on va avoir besoin en tant qu'administrateur, des outils qui vont permettre le référencement naturel. On a aussi des outils aujourd'hui qui permettent de basculer automatiquement ses produits dans sa boutique, automatiquement sur sa fiche Google établissement. On a aussi des outils pour suivre la fréquentation, le comportement des utilisateurs. Exemple, j'ai eu 100 visiteurs sur mon site internet depuis le début du mois. Est-ce que c'est 100 fois la même personne ou 100 personnes différentes? Est-ce que ce sont des personnes de la Bourgogne ou ce sont que des gens de Paris ou de Marseille qui sont venus sur mon site? Et qu'est-ce qu'ils ont été voir comme page ou comme produit? Ça va m'aider aussi à retravailler le contenu ou le message qu'il peut y avoir sur mon site internet. Alors, comment on peut vous accompagner? Oh là, il y a un petit bug. On peut vous accompagner pour réserver ensemble le nom de domaine. On peut vous accompagner pour installer WordPress chez votre hébergeur. C'est souvent du pouce-bouton, on appelle ça dans le jargon avec David, on appuie sur le bouton, on appelle ça du pouce-bouton. On peut vous accompagner pour créer une page de maintenance ou une page où il y aurait tous les liens vers ces réseaux sociaux en attendant la mise en ligne officielle du site internet parce que la formation, elle n'est pas tout de suite ou vous n'avez pas forcément le temps. Et là, on pourrait mettre par exemple le logo, le téléphone ou le lien vers vos réseaux sociaux. On peut vous accompagner pour réaliser le cahier des charges. On peut vous accompagner avec des formations. On a des formations à la chambre de métier de 4 jours. Alors, pas 4 jours d'affilée, parce que nous, en tant que formateurs, on n'y arriverait pas. Et puis, vous non plus. Parce que entre les différentes journées, c'est une fois par semaine, ou je crois, David, toi, tu as des formules à 2 jours par semaine, si je me Non, trompe pas. Non, ouais, non, ouais, normalement, c'est juste le 11 novembre ah, qui a d'accord. fait qu'on a eu 2 jours, mais sinon c'est une par semaine, ouais. C'est une par semaine parce que Oui, entre les deux, bah déjà vous avez votre faut activité à magnéter, côté, ouais. vous avez votre activité, et puis il y a la préparation. Exemple, bah, pour la semaine prochaine, il faudra m'apporter votre logo ou des photos de produits, de services. Et c'est sous forme d'action, quoi, c'est formation-action, c'est-à-dire c'est pas que de la formation théorique avec de l'information descendante comme je suis en train de vous faire. On a de la présentation et après c'est vous qui mettez en œuvre pour que vous, à la fin des 4 jours, vous ayez un site internet qui soit fonctionnel ou proche d'être mis en ligne. On peut vous accompagner sur des référencements. Une fois que le site est fait,
notamment avec WordPress, on peut vous accompagner. On a des formations d'une journée pour référencer son site internet, mais aussi on peut vous accompagner pour optimiser un site internet qui serait déjà existant. Ça, c'est de l'accompagnement individuel, ou pour faire un audit de site internet quand il existe déjà. Après, ben, je dirais nos préconisations ou les options ou les fonctionnalités ou les modifications que vous pourriez mettre en œuvre vont dépendre de l'outil. Si vous l'avez fait avec WordPress et que vous êtes entièrement le propriétaire, on pourra bien vous accompagner. Si c'est des outils qu'on ne connaît pas ou qui sont propriétaires, évidemment, là, le domaine ou la marge de manœuvre pour intervenir sera beaucoup plus limitée. Voilà. Et d'une manière générale, au niveau de la chambre de métier, on vous accompagne sur le numérique. On a des autodiagnostics numériques, on fait des diagnostics numériques. Je le redis, création de site internet, cahier des charges. On vous accompagne sur toutes les obligations RGPD, donc Règlement général de la protection des données, sur le Chorus Pro, des outils d'intelligence artificielle, la facturation électronique, et puis tout ce qui est accompagnement sur mesure, tout ce qui est réseaux sociaux, gestion client. Voilà. Donc David, est-ce que tu as des questions ou des compléments par Ben, rapport à ce alors que... j'ai beaucoup de questions sur comment on se forme, Enfin voilà, j'ai des demandes de formation, donc c'est c'est une bonne nouvelle, mais des questions techniques, non, apparemment c'est super limpide, Thierry, ce que tu dis, puisque j'en ai pas. Donc, juste une petite, parce que je donne les infos à mesure dans le chat, les formations WordPress typiquement sont éligibles CPF. Donc, donc c'est ce que je disais dans un message, c'est 4 jours de bonheur, 4 jours de bonheur est éligible au CPF en plus. Donc, ouais, vous en privez pas, quoi. Ça peut être. Puis au moins, vous ressortez vraiment. Alors, attention, hein, ce qu'on dit tout le temps avec Thierry, c'est que vous ressortez pas de la formation avec votre site prêt au carré, hein. Ça, on vous vendrait, enfin, on vous mentirait les yeux dans les yeux. Non, c'est pas possible. Faut vraiment. Mais par contre, vous avez vraiment tous les outils pour faire, parce faut vraiment pratiquer, quoi. Donc c'est pas compliqué. On l'a dit tout à l'heure. Faut compter 3 mois pour voilà, histoire de bien tout préparer. Mais voilà, là, dans un délai raisonnable de 1 à 3 mois, vous avez votre site, quoi, sans problème, sans Alors compter la David, formation. tu m'as dit que tu avais pas mal de demandes. Ce que je te propose, c'est de lancer un petit questionnaire en ligne et puis vous nous cochez. Eh ben vas-y. Eh ben allez, je lance un petit questionnaire. Vous me dites, bah voilà, moi j'aimerais bien avoir un site internet vitrine avec WordPress. J'aimerais bien un site internet de vente en ligne avec WordPress. Ou je suis pas intéressé, ou alors vous souhaitez être accompagné pour autre chose, n'hésitez pas à vous répondre. Et puis nous, on transmettra à nos collègues du service formation qui sont en train de faire les plannings. Alors, on ne peut pas vous donner encore les dates. Nous, Oui. on a déjà donné nos dates, mais c'est en cours de validation. Donc, mais sachez que nos collègues travaillent pour le premier semestre 2026 à vous proposer une offre et des formations sont prévues normalement dans chaque département. Ouais. Ça peut être David ou moi qui les animons ou d'autres prestataires, mais on, on a toujours le même, je dirais, le même contenu ou la même approche. Donc, Mm. voilà. Ouais, Philippe qui pose une question sur la sauvegarde des fichiers. Alors, par défaut, WordPress ne le permet pas. Mm, mm. Et justement, Oui. on va installer une extension qui va nous permettre de le faire. Et moi, j'ai l'habitude de faire mes sauvegardes. Ben, normalement, il faudrait la faire à la fin d'avoir travaillé. Mais moi, je la fais toujours aussi avant de commencer à Mm, travailler. mm. Comme ça, si je fais une boulette, j'ai gardé, j'ai ma sauvegarde et que je vais pouvoir restaurer. Alors, vous avez aussi vos hébergeurs qui vous proposent des sauvegardes. Si je me trompe pas, OVH, on peut remonter un mois en arrière. Il y a d'autres prestataires, on peut remonter qu'une semaine en arrière. Mais moi, j'aime bien avoir ma sauvegarde sur mon ordinateur à Auxerre dans mon bureau parce que peut-être que j'ai installé quelque chose aujourd'hui et peut-être que j'en verrai les conséquences en mars ou avril et ça sert à rien de restaurer l'ancienne sauvegarde parce que le bug il sera toujours présent. Mm. Donc de bien penser lorsque vous avez de bien penser à rapporter la sauvegarde sur votre ordinateur ou ce qui nous arrive par exemple, ce qui m'est arrivé auprès d'artisans, bah, c'est qu'ils ont oublié de payer le renouvellement de leur donne domaine. Du coup, l'hébergeur, bah, lui, il efface tout, il fait table rase, hein, il efface toutes les données. Et l'artisan, je lui dis, eh ben, faut tout refaire. Donc, par chance, j'avais fait une sauvegarde de ce site parce que j'avais accompagné l'artisan dans l'année. Donc, on avait perdu en fait que 6 mois de données. C'était mieux de perdre 6 mois que de tout perdre en totalité.
Mmh. Faites attention aussi chez les hébergeurs, typiquement entre OVH et O2 Switch, enfin et O2 Switch selon les formules qu'ils ont. Chez OVH, typiquement, vous avez une sauvegarde, 1 à 2 sauvegardes par jour. Donc si vous, votre sauvegarde il y a eu un problème dessus, vous pouvez revenir, ce qui est pas forcément le cas chez O2 Switch où là, il faut aller, appuyer sur le bouton pour la déclencher, hein, notamment dans les formules les moins chères. Donc voilà, mais de toute façon, enfin, Thierry et moi, on est assez raccord sur le sujet. Il faut vraiment avoir sa sauvegarde chez soi, quoi. C'est vraiment ce qui prime. Voilà, hein, on vous propose du pratico-pratique parce que bah, on a été amené aussi nous à créer des sites internet pour la chambre de métier et on était dans la même situation que vous et quand on construit quoi. Moi voilà, comment j'anime les formations, c'est que j'étais aussi à votre place à un moment et bah, je veux des choses pratico-pratiques et on vous fait malheureusement part un peu de toutes nos mauvaises expériences mais qui nous Ouais, enrichissent mais qu'ils et enrichissent, ouais. et qui nous évite de faire des erreurs où il y a des gros pièges qui peuvent nous tendre les bras. Voilà. Donc c'est un petit peu cet esprit de ce webinaire sur la création de sites internet. On espère que ça vous a plu, convenu. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour des demandes par rapport création, mais pas création de site internet, mais pas que, sur le numérique en général. Voilà, et on va continuer cette semaine du numérique avec cet après-midi une intervention justement sur la cybersécurité, le rappel des bonnes pratiques, mais Ouais. euh, voilà. Et ça, ce sera en partenariat avec les services de la gendarmerie. David, d'autres questions ou on arrête le... Tout bien, on peut arrêter. On peut Voilà. arrêter. Eh bien, on vous remercie beaucoup pour votre présence et on vous souhaite une bonne journée et à nous suivre sur cette semaine du numérique. Merci, bonne journée. À Au bientôt. revoir. Au revoir.